Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous allons attendre les derniers participants. Je vois que déjà, vous êtes assez nombreux parmi nous. Pour le moment, vous ne pouvez pas prendre la parole puisque vos micros sont coupés. Je vous propose qu'on attende encore 2-3 minutes pour que tout le monde puisse se connecter. Et en attendant, je vais saluer les uns et les autres et vous remercier justement de participer à ce premier webinaire. Vous êtes déjà 19 connectés. On va attendre 2 ou 3 minutes. Et déjà, je remercie nos interprètes en langue des signes qui ont répondu au pied de la lettre à notre invitation. Donc, merci beaucoup à elles deux. Donc, c'est Anne-Marie et Christine. Alors, c'est notre tout premier webinaire, nous l'avons préparé assez précisément. Évidemment, c'est un webinaire sur le comportement, puisque Handy Réseau, c'est d'abord l'accompagnement dans le comportement. Je vais vous l'expliquer dans 2 ou 3 minutes en attendant que tout le monde se connecte. Et puis, on va parler aussi du métier étrange, le métier d'éthologue qu'on ne connaît pas, avec nos 2 éthologues justement qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, je vous rappelle bien que ce webinaire va avoir lieu de 11h à midi et que vous aurez l'occasion de nous poser des questions, soit évidemment plutôt avec converser. Quand vous êtes sur Zoom, vous avez un petit picto converser. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions à tout le monde ou poser des questions de manière préférentielle peut-être à Anne. Moi, je ne les verrai pas puisque je suis modérateur pour ce webinaire. Là, nous sommes déjà 24. Et comme nous l'avons dit, il est 11h02. Je vous propose qu'à 11h03, on démarre. On va laisser justement tout le monde arriver. On a pas mal d'inscriptions. Ça prouve que le comportement vous intéresse tous. Et évidemment, le comportement confiné, mais aussi le comportement en entreprise, puisque c'est d'abord notre premier métier, comment accompagner un bon comportement en entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'un bon comportement? On va voir ça aussi avec nos éthologues. Voilà. Alors, je pense qu'au fur et à mesure, les participants vont se connecter. Il est 11h03, donc pour bien respecter évidemment le timing, je vous propose de commencer. Et comment commencer, comment mieux commencer justement que de vous présenter qui nous sommes. Certains d'entre vous nous connaissent, d'autres nous connaissent moins. Évidemment, nous sommes d'abord Handy Réseau. Donc Handy Réseau, qui sommes-nous? Nous sommes un cabinet. J'ai créé Handy Réseau il y a 10 ans pour accompagner les structures justement pour mieux mettre en place une politique handicap très effective. Nous sommes des gens de terrain. Je vais vous présenter en quelques mots notre équipe. Donc tout le monde est derrière son écran aujourd'hui. Nous sommes en télétravail comme beaucoup d'entre vous évidemment. Donc, Handy Réseau, c'est un cabinet qui comprend Christine Pastoret, qui est notre assistante, Sophie Mistral, notre responsable de la communication. Nous avons également Antonio Moret, qui est notre conseiller marketing et événementiel. Sans oublier notre comptable, notre directeur financier, François, Vincent. Et puis, je vais finir par évidemment vous présenter Anne Mongernon, qui est éthologue et mon associée, à qui je donnerai la parole tout à l'heure. Et puis Noémie Pinchot, qui est notre dernière arrivée et que voilà, on a beaucoup de plaisir à avoir parmi nous. Donc, qui est Handy Réseau? Comme je vous disais, c'est un cabinet d'accompagnement sur une politique handicap effective. Comment nous accompagnons? Donc, nous accompagnons par le biais plutôt de formation, par exemple, formation en face à face, formation en présentiel, voire en distanciel avec des outils web que nous avons développés. Nous organisons également des événements
dont les trophées des femmes en EA, où nous remettons des trophées à des femmes qui travaillent en entreprise adaptée. Et puis un autre événement qui rencontre un succès certain, qui s'appelle Entreprendre, pour sensibiliser et pouvoir accompagner les jeunes en situation de handicap et également les demandeurs d'emploi vers l'entrepreneuriat, pouvoir répondre à leurs questions. Donc, Handi Réseau, c'est aussi, bien sûr, l'accompagnement par le biais d'éthologues. Donc, je vais surtout laisser la parole à nos éthologues Anne Mongermont et Noémie Pinchot. Tout d'abord, quelques règles un peu claires sur comment vous allez pouvoir participer à ce webinaire. Donc, surtout, vous avez cette petite bulle en dessous quand vous utilisez votre flèche « Converser ». Donc, posez-nous vos questions. Moi, je serai modérateur, donc je les verrai sur mon écran. Déjà, j'ai quelqu'un, voilà, Anne, qui nous dit, Anne Kayabé, qui nous dit bonjour. Voilà, Nathalie, on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, c'est une première. On est vraiment enchantés d'avoir eu cette idée. Et surtout, posez-nous bien vos questions. Et ensuite, en fonction du temps qui nous reste, je vous propose aussi de rouvrir vos micros si vous avez des choses à poser à Anne et à Noémie. Voilà, donc d'abord, la première question que je vais poser à Anne, c'est bien sûr, avant de parler d'éthologie, est-ce que Anne, tu peux nous parler de ton métier? Qu'est-ce que c'est qu'être un éthologue pour les entreprises? Bonjour à tous. Alors oui, on va peut-être commencer par présenter le métier d'éthologue aujourd'hui en entreprise parce que nous avons, Noémie et moi, un métier un petit peu frustrant puisqu'en France, on connaît très peu l'éthologie. Ça s'explique historiquement, mais l'éthologie est beaucoup plus connue dans les pays anglo-saxons et américains notamment, et en France, très peu. En fait, le métier de l'éthologue en France et dans le monde, c'est un travail comportemental. En fait, nous sommes des spécialistes de compréhension d'un comportement et de réadaptation des comportements. Pour comprendre l'éthologie de façon la plus simple possible, je pense qu'il faut se rappeler de l'histoire de l'éthologie. À la base, l'éthologie était vraiment une science naturaliste, de description des comportements animaux. C'est pour ça que la plupart du temps, quand on parle éthologue, on pense à des éthologues sur les chevaux, sur les oiseaux, sur les chiens. Et nous sommes des éthologues humains. Donc, nous ne décrivons pas en fait les comportements. En fait, les éthogrammes humains, on part du principe qu'ils ont déjà été faits. Et ça, si vous avez déjà vu des éthogrammes, en fait, c'est vraiment, on présente tous les comportements avec tous les muscles qui sont possibles. Donc ça, c'est l'éthologie, on va dire, classique. Et nous, en fait, nous sommes des éthologues humains. Et ce qui est intéressant et ce qui nous a intéressés, Noémie et moi, dans l'éthologie, c'est de prendre du recul. C'est une science qui s'est nourrie des autres sciences. En fait, l'éthologie s'est dit, pourquoi comprendre l'être humain sur un seul angle? Parce qu'il y a la psychologie qui va comprendre l'être humain d'une certaine façon, il y a la biologie qui va le comprendre d'une autre façon, il y a toutes les sciences environnementales et les sciences humaines qui vont comprendre chacun un aspect de l'être humain. Et en fait, l'éthologie, c'est vraiment la science qui va chercher à mutualiser, à essayer de comprendre l'intégralité des facettes d'un être humain. Et donc, aujourd'hui, notre métier en entreprise, c'est d'aider toutes les personnes en fait, qui sont en situation de fragilité professionnelle ou qui se posent des questions tout simplement sur quel est le meilleur comportement que je peux, moi, adopter en fonction de qui je suis et de ce que je veux mettre en place. Voilà, en fait, c'est aussi pour ça que Handi Réseau a décidé de proposer un nouveau biais, hein, c'est-à-dire Réseau H, puisque tu m'avais dit une fois, c'est vrai qu'on me demande d'intervenir aussi pour des personnes qui ne sont pas forcément en situation de handicap, mais en situation de fragilité professionnelle. Donc, c'est pour ça qu'on a créé effectivement Réseau H pour répondre à une palette beaucoup plus large des ressources humaines qui nous attendent sur le comportement en entreprise. D'abord, est-ce que justement, vous pourriez nous parler du fonctionnement de notre cerveau? Parce que moi, c'est toujours une question que j'ai. Est-ce qu'on pourrait parler justement de la façon dont le cerveau fonctionne? Alors, il n'y a pas de souci, on va essayer. Alors, je ne sais pas si on peut nous faire apparaître une slide pour vous présenter vraiment le fonctionnement du cerveau. Voilà, vas-y. Alors, pour comprendre déjà
dans les mécanismes de confinement, en fait, en ce moment, une partie de notre cerveau, en fait, ne fonctionne pas de façon tout à fait classique. Et c'est pour ça que c'est bien de repartir du fonctionnement pur du cerveau pour comprendre ce qu'on est tous en train de vivre. C'est la slide 3, normalement, Sophie. Oui, alors ça, c'est ce que je vous disais. En fait, l'éthologie, c'est une science qui s'est appuyée sur d'autres sciences. Alors, le cerveau humain, en fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous avons un moteur de Formule 1 dans la tête, mais que nous n'avons pas le manuel d'utilisation. Plus personne, en fait, ne sait comment fonctionne le cerveau, et donc on fonctionne un petit peu en se disant, on s'appuie sur ce qu'on pense, tout simplement. Donc, on s'appuie sur, on va dire, le cerveau néocortex, qui est le cerveau, le dernier arrivé, en fait, de notre cerveau, qui est le cerveau de la pensée. Et pour autant, en fait, si on veut comprendre les mécanismes du cerveau, il faut comprendre que l'être humain possède 3 cerveaux. C'est un schéma, voilà, c'est vraiment juste pour qu'on comprenne un petit peu le fonctionnement. Ces 3 cerveaux qui sont imbriqués les uns dans les autres. Le premier cerveau qui est apparu dans l'évolution, c'est le cerveau reptilien. Ce cerveau reptilien est le siège de toute la survie du corps. La respiration, par exemple, c'est lui qui va vous dire quand vous faites un effort qu'il va falloir utiliser un petit peu plus d'oxygène, qui va vous augmenter les afflux sanguins dans le sang. Dans le corps. Pardon. Ça, c'est vraiment le cerveau reptilien. C'est un cerveau qui va extrêmement vite. On dirait que le néocortex, c'est une vitesse de 1. Le cerveau reptilien fonctionne 10 fois plus vite. Le deuxième cerveau, qui est très imbriqué au-dessus du cerveau limbique, le cerveau reptilien, c'est le cerveau limbique. On parle d'un cerveau plutôt émotionnel. On parle d'un cerveau émotionnel. Il est arrivé il y a 65 millions d'années dans l'être humain, pour info. Donc, c'est un cerveau, en fait, qui est complètement décorrélé de nos prérogatives actuelles. Le cerveau limbique, c'est le cerveau qui nous a permis la survie, entre guillemets, émotionnelle. J'entendais qu'un de mes confrères avait vécu une situation dangereuse, je me faisais un scénario mental, donc nous fonctionnons par l'image, et par rapport à ça, je mettais en place ce qu'il fallait pour pouvoir combattre ou fuir. C'était vraiment un cerveau de survie émotionnelle. On se disait, ça pourrait être dangereux pour moi ou ma famille, du coup, comment je peux faire pour? Et donc, au-dessus de ça, on a un néocortex qui est notre cerveau adaptatif, qui est notre cerveau de raisonnement, de pensée, celui qui nous permet de nous concentrer notamment, qui nous permet de mémoriser, de retenir les sons, etc. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les mécanismes de confinement, celui qui a les clés du camion, c'est le cerveau limbique. Parce que dans le fonctionnement du cerveau, il faut savoir que le cerveau limbique a la particularité de pouvoir disjoncter les autres. En fait, il peut prendre le pas en fait, sur les autres et dire j'arrête de réfléchir et de penser, je reste sur mon cerveau émotionnel tant que je n'ai pas trouvé une solution pour pouvoir survivre. Et alors, justement, concernant par exemple le fonctionnement du comportement animal, Noémie, est-ce que c'est la même chose, en tout cas au moins chez les mammifères? Est-ce que tout le monde se comporte de la même façon? Est-ce que le cerveau est utilisé de la même façon? Alors oui, en fait, chez les animaux, on a aussi le cerveau, en fait, sur la même structuration. Généralement, plus cette structuration-là chez les oiseaux, chez les mammifères. Après, on a d'autres types de cerveaux sur d'autres modèles animaux. Mais voilà, en fait, on a le côté, le cerveau, c'est un organe de survie, que ce soit pour notre propre espèce ou pour les autres animaux. Et en fait, c'est pareil, les animaux, ils vont rencontrer des situations, ils vont devoir s'adapter. Et le néocortex est là pour aider l'animal à réfléchir à une situation, à comment on réfléchit à une situation et trouver une solution qui est la plus adaptée. Par exemple, moi, j'adore l'exemple des corbeaux de Nouvelle-Calédonie. En fait, ils ont des outils, au même titre que les primates, pour, par exemple, voilà, ils ont un besoin de nourriture, ils ont repéré un insecte bien juteux dans un trou, mais voilà, impossible de le récupérer. Le corbeau a cette réflexion-là, entre guillemets, de prendre une plante, de la modifier et de pouvoir en fait attraper cet insecte-là qui a un avantage pour eux, pour leur survie. Et aussi, voilà, ils comprennent les propriétés de leurs environnements pour voilà, trouver des solutions à leurs besoins. Et aussi, sur le côté cerveau, en fait, ces corbeaux-là ont cette structuration-là de cerveau, voilà, de reptilien, limbique et néocortex.
Mais aussi, par exemple, moi, j'adore cet exemple aussi chez les fourmis. En fait, les fourmis, ils n'ont pas du tout le même cerveau que le nôtre. Et pourtant, en fait, ils ont aussi leur stratégie d'adaptation. En fait, eux, ils ont un cerveau dit décentralisé. En fait, leur corps, c'est leur cerveau. En fait, ils ont une partie de leur tête où il y a le cerveau, mais dans leurs pattes aussi, il y a le cerveau. Donc, en fait, c'est une autre structuration. Mais cet organe-là aussi leur permet de comprendre leur environnement, de s'adapter à celui-là. Par exemple, quand la survie de la colonie enfin, ils doivent changer d'environnement pour s'installer autre part. En fait, on peut voir par exemple des fourmis qui forment des radeaux pour se déplacer sur l'eau. En fait, ils n'ont aucun support. Juste en fait, en se basant sur des règles simples d'organisation, ils se déplacent sur l'eau et en fait, ils échangent les rôles pour qu'il n'y en ait pas une qui se noie malencontreusement. Et en fait, c'est comme ça que les animaux aussi s'adaptent, c'est grâce au cerveau. Et voilà, selon l'espèce, on a différents mécanismes, mais qui reviennent toujours sur ce principe-là de survie. D'accord, donc en fait, c'est vrai que les animaux ont des cerveaux qui peuvent être un gros cerveau sur un corps de manière globale, plutôt que nous, parce que nous, c'est vraiment dans notre crâne. On parle aussi d'un autre cerveau qui peut être aussi dans notre ventre, mais en tout cas, le comportement aussi se fait surtout grâce à cette espèce de grosse machine dont nous parlait Anne tout à l'heure et nous parlait justement de ce fonctionnement. Je vais revenir aussi au confinement parce que j'aimerais bien poser comme question à Anne, est-ce que le confinement peut avoir justement, serait susceptible de fragiliser nos comportements? Est-ce que cette situation aussi pourrait nous faire changer nos habitudes? Comment est-ce que nous réagissons justement en situation de confinement obligé? Alors, je voyais ce matin, j'avais au téléphone quelqu'un qui m'expliquait que ça fait 5 ans qu'il fait le même métier et qu'en fait, le fait d'être aujourd'hui chez lui, en fait, il n'était plus en capacité de s'organiser, de faire ce qu'il avait à faire, etc. Et ça, c'est clairement un des exemples de ce que nous allons tous vivre parce que nous sommes dans une situation de confinement pas choisie. En fait, on le subit. L'idée, c'est vraiment de comprendre qu'il y a aujourd'hui à l'œuvre le cerveau limbique qui formule des hypothèses de ce qui peut nous arriver ou pas nous arriver. Donc, en fait, il est en train d'essayer de trouver une façon de survivre à une situation émotionnelle. Cette situation, le problème, c'est que nous n'avons aucun moyen réel d'action, à savoir, on est malade et il faut se soigner, ou on n'est pas malade et on essaie de trouver des astuces pour éviter de tomber malade. Mais globalement, une grosse partie de notre énergie, une partie, si vous voulez, qui n'était pas attendue en fait à la base, est en train donc aujourd'hui de mouliner dans le cerveau limbique. Comme je vous disais, le cerveau limbique empêche le cortex parfois de fonctionner. Il est capable de prendre les clés du camion et de dire je ne veux pas réfléchir, je n'ai pas le temps pour ça, ce n'est pas le moment, là on est en danger. Donc en danger, le reste ne fonctionne pas. Il serait tout à fait normal de ressentir en ce moment des difficultés de concentration et d'organisation. Alors, il y a ça, et puis il y a aussi le côté où mon cadre complet a totalement changé. C'est-à-dire, avant, j'avais la personnalité de je suis chez moi, je suis papa, maman, je suis mari ou femme, ou je suis seule, etc. Mais j'ai mes habitudes, en fait, dans mon chez moi. Je fais ci, je fais ça, etc. Et puis, je pars au travail et pareil, je prends ma personnalité professionnelle avec mes cadres, etc. Et là, aujourd'hui, on assiste à un espèce de glissement parce que les cadres sont en train de se flouter. Alors, il y a ceux qui sont en chômage partiel, et pareil, en chômage partiel, avec toute l'anxiété de se dire qu'est-ce qui va se passer derrière, parce que pour l'instant, nous ne sommes que dans des schémas projectifs, on ne sait pas ce qui se passera demain, donc voilà. Et puis, parce qu'il y a aussi toute une difficulté de charge. Nous avons énormément de choses les unes sur les autres à gérer. Ceux qui ont des enfants, ceux qui sont en plus en télétravail, nous avons un cadre personnel avec des obligations professionnelles et beaucoup plus d'obligations personnelles. Donc en ce moment, en termes de cadrage, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez difficile. Et les effets du confinement, en plus, en rajoutent une couche, à savoir qu'il est tout à fait normal aujourd'hui, et on le voit vraiment sur le terrain, il y a des augmentations du niveau de stress, de l'anxiété chronique chez les gens. Tout ça,
partez tous du principe que c'est tout à fait normal car nous sommes dans une situation où il y a un danger extérieur. Notre espèce a survécu parce que quand il y avait un danger, elle mobilisait son énergie pour trouver une solution, une contre-attaque. Et donc en ce moment, notre cerveau, malgré tout, il est mobilisé par ça. Et la deuxième chose qui est un petit peu compliquée à vivre, c'est le glissement du temps. Alors je ne sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais il serait tout à fait normal de le ressentir. Le principe de changer complètement le cadrage et puis d'avoir quelque part une situation dans laquelle on ne sait pas forcément là s'organiser, fait qu'il y a une espèce de glissement du temps. On ne sait plus dire on est lundi, jeudi, mercredi, on ne sait plus, on est un peu perdu. Et ça, c'est tout à fait normal parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus rythmés par nos habitudes. D'accord. Merci Sophie, hein, parce que ça y est, on est remis sur les effets du confinement. C'est vrai qu'on voit ce cerveau qui est un peu emprisonné, mais en même temps, c'est vrai qu'on a quand même des capacités d'adaptation qui sont un peu importantes. Je vais poser la question à Noémie, parce que c'est vrai que le comportement animal, il peut être en capacité d'adaptation. Est-ce que Noémie, tu peux nous donner des exemples, par exemple, d'animaux qui se sont adaptés ou qui s'adaptent de manière régulière à des frustrations comme on pourrait en vivre nous, chez nous, obligés d'être confinés au moins jusqu'au 11 mai et de ne pas avoir vraiment les clés de demain. Alors, sur les aspects de confinement, en fait, on a par exemple, moi, je pense tout de suite à mon chat. En fait, il a eu cette habituation de vivre dans un appartement. Et après, j'ai déménagé, je l'ai mise à la campagne. Et en fait, ça l'a stressée. Pourtant, on se dit, un chat à la campagne devrait être heureux, mais elle, non, elle était hyper stressée. Et elle cherchait, son adaptation, c'était de rentrer à la maison, en fait. Donc voilà, il y avait cet aspect-là où elle a essayé de s'adapter, elle s'y est habituée. Par contre, quand j'ai essayé, parce que j'ai redéménagé, quand elle s'est retrouvée en appartement, en fait, elle pouvait pas exprimer son comportement pour lequel elle était habituée, en fait. Justement, en fait, son cerveau limbique a pris le dessus, c'est que elle exprimait comportementalement sa frustration. Donc voilà, elle me sollicitait, elle avait des petits troubles de comportement, elle allait un peu gratter sur mon canapé. Mais voilà, en fait, il y a des choses qu'on peut, ou du moins pour les animaux, qu'on peut faire avec eux, par exemple jouer plus avec eux quand ils sont dans des situations comme ça de frustration. De toute façon, il faut qu'ils puissent exprimer leur comportement naturel. Après, par exemple, moi, je réfléchis là, comme ça, je pense aux chevaux. En fait, il y a des chevaux en fait, qui vivent dans des box, en fait, qui sortent seulement pour faire de l'équitation, etc. Donc, c'est leur seule sortie, entre guillemets, de la journée. Et en attendant ces activités-là, on leur met des casques à musique dans leur box. Et en fait, la musique, en fait c'est un casque, voilà, il leur met de la musique classique. Et en fait, ça a tendance à les calmer tout de suite. Et en fait, ça part tout de suite sur le cerveau limbique. C'est quelque chose d'émotionnel. Et en fait, de passer directement sur cet aspect-là permet en fait de déstresser, en fait. Et du coup, le corps est moins chargé en énergie et s'adapte, entre guillemets, mieux à la situation. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est quelque chose que même les êtres humains peuvent garder en mémoire. Le cerveau limbique, et c'est le même en gros que pour les mammifères, sachez-le, le cerveau limbique n'a pas de timing. Donc effectivement, à partir du moment où on commence à faire un peu attention à ça et à écouter de la musique douce, effectivement pour relâcher en fait les tensions nerveuses que nous accumulons, et en fait tout de suite les choses vont s'apaiser, le stress va s'abaisser. Alors moi, j'ai quand même noté une très très bonne nouvelle à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. C'est que c'est vrai que les êtres humains fonctionnent un peu de la même façon que les animaux, mais en tout cas, si vous voyez que votre mari ou votre femme ou vos enfants commencent à gratter le canapé et à griffer le canapé, alors là, il y a peut-être des choses, il faut peut-être Anne ou Noémie. Bon, écoutez, je vais sortir de cette phase un peu humoristique pour continuer à poser une question à Anne. C'est vrai que quand on a préparé ce webinaire, ça m'a beaucoup intéressé que tu nous parles des comportements à privilégier pendant cette phase de confinement vis-à-vis de toutes les informations anxiogènes
qui nous sont bombardés en continu. Est-ce que tu as des propositions, des préconisations à nous faire? Alors, déjà, pour comprendre un petit peu ce qui se passe et pourquoi on parlait de ça, on se dit, voilà, on est dans une période de confinement, donc déjà, nous, on a eu un stress parce que, bah voilà, comme je vous disais, notre cerveau, il cherche des solutions. Et aujourd'hui, bah, le fait de devoir rester chez nous fait qu'on ne peut pas forcément mettre en place de solutions. À part rester chez nous, il n'y a pas grand-chose à faire. Et derrière ça, en fait, je regardais certaines chaînes d'information et je me disais, on est bombardé par des informations anxiogènes et en plus par des images, en fait, qui s'imprègnent très fortement en nous. Et sur ces images-là, en fait, ce que je trouvais très, très violent, c'est qu'il y avait des comptes de morts, plus des images un peu floues. Vous voyez, on voyait des gens derrière des draps. Enfin, il y avait un truc un peu anxiogène. Il faut savoir que nous sommes des êtres visuels. Donc, par rapport à ça, ça veut dire que une image vaudra toujours plus que des mots. Donc, dès qu'on verra quelque chose de difficile, en fait, votre cerveau émotionnel, donc notre cerveau limbique, va l'enregistrer parce qu'il va se dire, il faut que je me prépare à ce qui pourrait m'arriver. Et il va vous faire un petit scénario, donc un petit vélo dans la tête qui va imaginer toutes les situations que vous pourriez vivre. Le problème de ces images-là, c'est que elles sont en général complètement décorrélées du discours, le discours étant juste un discours extrêmement violent. En fait, pour que, bah voilà, simplement nous faire prendre conscience que c'est très dangereux dehors et qu'il faut rester chez nous, parce qu'en gros, il y a un petit peu cette ambiance-là. Je disais donc, et pour moi, vraiment, c'est un conseil. Alors après, on en fait que ce qu'on veut, hein, c'est un conseil. Moi, je conseille d'éviter de regarder les chaînes d'information qui tournent en boucle sur le nombre de morts, le nombre de cas, etc., etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rester informé, mais sachez-le, si vous regardez la télévision, vous serez beaucoup plus stressé et anxieux que si vous écoutez la radio. Parce que l'avantage de la radio, c'est que c'est votre propre cerveau qui va se faire une réalité basée sur des choses que vous connaissez déjà. Donc, quelque part, une émotion qui ne sera pas nouvelle, mais quelque chose que vous avez été habitué à devoir gérer. Donc, quelque part, votre cerveau sera beaucoup plus enclin à trouver des stratégies pour survivre, va vous envoyer beaucoup moins de stress que si vous recevez une image de l'extérieur. Voilà. Donc après, c'est un conseil. Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Moi, j'aurais tendance à dire que si vous voulez regarder une fois les informations par jour, ça suffit bien. Et que le reste du temps, il faut aussi, à un moment, essayer de se recadrer sur la vie courante et essayer de profiter des moments que vous pouvez vivre chez vous si personne n'est malade. D'accord, donc tu nous montres des préconisations que tu fais justement à nos participants. Donc, est-ce que tu peux nous dire, quant à la slide qu'on vient de voir, les préconisations que tu peux faire dans cette période de confinement? Alors, oui. Alors, les préconisations aujourd'hui, c'est vraiment pour pouvoir comprendre le mécanisme du cerveau. Comme je disais, il y a en ce moment un cerveau qui a beaucoup plus de difficultés à réfléchir, à se poser et puis à faire d'autres choses. Et c'est par rapport à ça, en fait, où je vous propose 3 choses. La première, c'est d'agir. Alors, je sais, on n'est pas égaux en termes spatial, puisque le confinement n'est pas le même si on est dans une grande maison et si on est dans un petit appartement. Mais je pense que toute personne doit savoir qu'il faut agir. Il faut que votre corps soit en action au maximum. Je conseille aux gens, quand ils ne savent pas quoi faire et qu'ils sont dans des petits appartements, je leur dis lavez les carreaux, c'est super. C'est une activité qui fait marcher tous les muscles du corps et du coup, ça permet aussi de libérer les tensions car votre corps a besoin d'activité. Je sais que c'est difficile, mais nous rentrons dans une période, car ça fait plus de 15 jours, qu'on appelle de la dissonance cognitive, un cerveau qui est utilisé beaucoup, qui a beaucoup d'informations, qui sont parfois contradictoires, qui a beaucoup d'anxiété, et un corps qui est très inactif, particulièrement inactif. Donc, pour pouvoir lutter contre ce qu'on appelle la dissonance cognitive, donc cette différence de réalité entre une tête qui va vite et un corps qui ne bouge pas, il faut rester actif en bougeant au maximum. Ceux qui peuvent faire du sport, faites du sport. Ceux qui ne peuvent pas, faites le ménage, rangez les placards, c'est toujours ça de prix. La deuxième chose, c'est de valoriser les relations amicales, car en fait, nous sommes quand même des êtres sociaux, et les animaux aussi, mais nous aussi, nous sommes un animal social. Nous avons besoin d'interactions saines. On a besoin de rigoler, on a besoin de parler de plein de choses, de plein de sujets. On a aussi besoin d'être cognitivement un peu stimulé par les interactions avec les autres. Donc, il faut qu'on arrive quand même à prendre son téléphone. Alors, je ne vous dis pas forcément de faire des visios. Les visios, vous allez voir, à terme, en fait, sont beaucoup plus fatigantes pour le cerveau. Pareil, vous avez une image systématique. Donc, par rapport à ça, des fois, ça peut être un petit peu fatigant, mais ne serait-ce qu'avoir toute sa famille par téléphone, ses amis, de pouvoir parler d'autres choses
que de coronavirus. Je pense que c'est très bien, vous en avez besoin, ça permet aussi d'abaisser le niveau de stress. Et le dernier conseil que je peux donner, c'est d'utiliser au maximum nos structures cognitives. Aujourd'hui, elles sont moins utilisées parce que nous sommes beaucoup moins stimulés cognitivement parlant. Il faut lire, il faut écouter la radio, il faut essayer tous les jours d'apprendre des nouvelles choses. Moi, c'est vraiment le conseil que je peux donner. Évitez la télé, évitez les écrans si vous pouvez, parce que tout ça crée des stress supplémentaires. Nous ne sommes pas biologiquement prévus pour être devant ou derrière des écrans. Nous sommes plutôt prévus pour aller chercher des informations, pour pouvoir les réfléchir, pour pouvoir les penser, pour pouvoir structurer la pensée. Et par rapport à ça, moi je dis que si vous pouvez lire ne serait-ce que 20 minutes par jour, eh bien franchement, ce serait super. Alors justement, dans le cadre de la structuration de la pensée, est-ce que les animaux structurent justement leur pensée de la même façon que nous? Noémie, est-ce que tu peux nous donner par exemple des exemples d'animaux pensants et justement d'animaux qui réadaptent leur comportement en fonction d'une stratégie face à une situation particulière? Alors, c'est compliqué de parler de savoir comment les animaux structurent leur pensée parce qu'on n'a pas accès à leur pensée directe, hein. On n'a pas le même langage, donc tout de suite, en fait, quand on rentre sur ces sujets-là, il faut prendre un peu les précautions. Voilà. On peut deviner ce qui se passe dans leur tête, mais voilà. Après, on sait que les animaux, face à une situation, par exemple, nouvelle, où ils vont s'adapter, etc., ils vont trouver des nouvelles choses, en fait. Par exemple, moi, je pense aux macaques japonais qui vivent dans les îles japonaises et elles sont entre guillemets, sur un domaine vital un peu restreint, entre guillemets. En fait, ils ont appris à vivre avec l'homme et en fait, les hommes les nourrissent, par exemple, avec des pommes de terre. Et en fait, à force d'être confrontés à ce nouvel ingrédient-là, ils ont commencé les singes ont commencé à laver les pommes de terre. Il y en a un qui a fait ça, hein, par simple exploration. Il a trempé sa pomme de terre dans l'eau. Il s'est rendu compte qu'il y avait moins de sable, ou peut-être que ça a donné un goût meilleur de l'aliment pour lui. Et en fait, ce comportement-là, il a été après transmis à ses congénères, à ses enfants, etc. Et en fait, c'est devenu une culture. Donc, en fait, sur une nouvelle habitude de quotidienne, en fait, ce comportement-là a été diffusé au niveau du groupe. Et voilà, maintenant, beaucoup de macaques japonais font ça et c'est devenu quelque chose de totalement habituel. Moi, j'avais une question aussi pour Anne. Justement, en fonction des personnes qui sont en situation de handicap, hein, ou de fragilité actuellement, quel impact justement sur le comportement de ces personnes-là peut avoir le confinement? Alors, en ce moment, on se rend compte sur le terrain qu'il y a pas mal de choses qui peuvent effectivement avoir plus d'impact pour les personnes fragilisées ou en situation de handicap. La première des choses que nous, on constate sur le terrain, c'est qu'il y a un problème d'accès aux soins. C'est tout bête, mais le fait de ne pas pouvoir aller voir certains médecins, en ce moment, devient très pénalisant et du coup est très stressant pour eux. C'est-à-dire que ça devient, déjà, il y a un changement de cadre un peu général, mais en plus, ils n'ont plus forcément cette ressource, entre guillemets, de pouvoir aller chez un spécialiste. Je passe beaucoup de temps à leur dire, écoutez, au maximum, il y a pas mal de spécialistes qui peuvent vous faire des visios, parce qu'aujourd'hui, il y a tout ça qui s'est mis en place. Hein. N'hésitez pas, les visios, appelez. Prenez le temps en fait de téléphoner aux gens si vous avez des inquiétudes, si vous avez besoin de parler. Et je pense que ça, il faut vraiment, vraiment rappeler aux gens, notamment en situation de fragilité importante, que les professionnels restent joignables et restent disponibles. Nous sommes restés tout le temps disponibles. Au contraire, c'est important que nous soyons des personnes ressources dans ces périodes-là. La deuxième des choses, c'est le glissement des cadres a toujours été très compliqué à gérer quand on est en grande fragilité. On a particulièrement besoin d'un cadre. C'est vrai que là, le côté on travaille de chez nous, on ne travaille plus, tout ça se mélange un petit peu, on ne sait plus forcément organiser sa journée de travail. Donc, je leur donne toujours le même conseil, essayez de garder une journée classique, à savoir, je me lève à heure fixe,
je me couche à heure fixe, je mange à heure fixe et je me donne des plages de travail. J'essaie d'avoir une pièce fermée pour pouvoir faire mon travail parce que le problème aussi quand on est plusieurs dans un appartement, c'est d'entendre que les enfants ils sont partis chercher à manger dans le placard et qu'est-ce qu'ils font, etc., etc. et d'être très sollicités. Tant qu'on peut, évidemment, s'organiser avec son conjoint si on a un conjoint, etc., pour pouvoir avoir au moins des plages horaires dans sa journée où on peut vraiment être dédié, spécialement dédié à son travail. Ça, c'est si on peut. Après, je pense qu'il faut aussi faire confiance aussi à son employeur sur le fait qu'il sait très bien qu'en ce moment, on fait ce qu'on peut. On est tous dans une situation qui est très particulière et je pense qu'un employeur aujourd'hui, il n'attend pas que ses salariés en télétravail, ils travaillent comme 10 personnes. Ils savent qu'en ce moment, et je pense qu'eux, ils sont confrontés à la même chose, il y a un glissement de cadre, il faut s'adapter. Donc, l'idée, c'est aussi de ne pas se culpabiliser, se charger d'émotions en plus. On fait ce qu'on peut, on essaie tous d'être en bonne intelligence et de se dire les choses quand on peut, comment est-ce qu'on peut s'organiser. L'État a mis en place des choses pour qu'on puisse garder les enfants quand c'était pas possible de faire autrement. Bon, voilà, il faut essayer de se dire aussi, la situation étant aussi particulière, les employeurs sont aussi conscients que les gens font ce qu'ils peuvent. Je pense que le fait de leur dire, leur rappeler que on est tous dans la même situation, on fait tous un peu ce qu'on peut, ça peut aussi aider à restructurer les personnes les plus fragilisées. Et moi, je donne souvent ce conseil aux managers qui m'appellent en disant, écoutez, normalement, vous pouvez avoir un management peut-être plus laxiste où on laisse un peu les gens. N'hésitez pas à donner des grandes drives en ce moment pour que les gens structurent leur semaine. Les personnes les plus fragiles ont parfois du mal à se restructurer dans ces périodes-là. Ça ne veut pas dire de les fliquer, ça veut simplement dire si on peut juste donner les objectifs à la semaine, je pense que ça peut vraiment, vraiment aider les personnes qui en souffrent le plus. J'ai une question d'un participant. En fait, comment passer d'un comportement émotionnel, intuitif ou grégaire à un comportement adaptatif? Alors, je vais vous dire que le comportement, la réaction comportementale n'est pas intuitive et grégaire et réfléchie, ça va être un amas de tout ça. Simplement, votre comportement est émotionnel. C'est pour ça qu'on parlait de comment fonctionne le cerveau. Les instincts grégaires… S'il vous plaît, j'ai eu une coupure de son au milieu de votre réponse. Est-ce que vous pouvez revenir en arrière? Bien sûr, bien sûr. Je voulais dire donc qu'il n'y a pas un comportement grégaire et intuitif et un comportement réfléchi et raisonné. Le comportement, c'est vraiment la réaction que vous allez tout de suite avoir à telle ou telle sollicitation. D'accord? Donc, par rapport à ça, l'idée, c'est vraiment de se dire, vous êtes aujourd'hui, votre cerveau, de façon très inconsciente, va être mobilisé au scénario que le cerveau limbique est en train de faire. Mais votre réaction, elle va être chargée émotionnellement et c'est plus par rapport à ça qu'il faut commencer à se dire les choses, car comment restructurer nos trois cerveaux? Tout simplement en faisant du néocortex un outil important et structurant. Vous pouvez vous dire, je décide de. Si je décide de rentrer dans le combat par rapport au coronavirus, je m'outille, je mets en place en fait tout simplement une stratégie. Puisque c'est ça qui me fait peur, écoutez, je sors avec des gants. Si je peux me faire un masque, je me fais un masque. Il y a plein de vidéos aujourd'hui sur Internet qui nous permettent de faire des masques avec des chaussettes, avec des choses. Voilà, c'est une stratégie comme une autre, mais au moins, je réponds à mon propre besoin. Et je ne reste pas dans je vais sortir, je ne vais pas me préparer, donc je vais avoir peur. Donc potentiellement, je vais être plus agressif dehors. J'ai une autre question. On vous demande, comment peut-on faire pour rééquilibrer les trois cerveaux? Alors, rééquilibrer, pourquoi Alors, on va essayer de répondre à ça. C'est difficile, mais en fait, c'est une grosse partie du travail que nous faisons sur le terrain. L'idée, c'est de se dire, en fait, vos trois cerveaux sont très bien équilibrés. On est une machine extrêmement sophistiquée et je pense qu'on ne rendra jamais assez hommage à l'être humain pour ce qu'il est. Je trouve qu'on est vraiment, neuronalement parlant, on est extrêmement bien fait. Par contre, comme on a perdu le manuel d'utilisation, parfois, nous dysfonctionnons. Et sur ces dysfonctions, on a tendance, en fait, à ne pas trouver de solution simple, alors qu'en fait, les solutions sont très simples. La première des choses, c'est se rendre compte que notre comportement, celui qu'on a mis en place, il ne marche pas du tout. Alors ça, c'est un travail d'humilité, mais ce n'est pas très compliqué. Par exemple, je veux que mes enfants rangent leur chambre, je leur hurle toute la journée de ranger leur chambre. Et au final, en fin de journée, je me rends compte qu'ils n'ont pas rangé leur chambre.
comportement clair que nous avons, j'imagine tous, ou alors bon, j'ai un petit souci là-dessus, et en fait, sur lequel je me dis, alors, si ça ne marche pas 8000 fois, pourquoi 8001 fois ça marche? Eh bien, ça ne marche pas. Tout simplement parce qu'un enfant, à ce moment de son fonctionnement, est dans un cerveau dynamique. Il est en ce moment en train de gérer la survie et de mettre en place ses propres stratégies. Il est donc sur l'immédiateté. Si je lui parle un process, je vais donc réfléchir parce que j'ai peur que ce soit pas rangé demain quelque chose, il va falloir qu'il range sa chambre ou que je le fasse, etc., etc. Je rentre dans un raisonnement. À ce moment-là, j'ai un cerveau néocortex qui s'adresse à un on a des petits problèmes de connexion avec Anne, mais c'est pas grave, ça va revenir. Ça fait partie du direct. Hein. Ah, je suis désolée, ma connexion est instable, c'est ça? Non, non, mais c'est pas grave, c'est vraiment c'est assez sporadique. Moi, j'ai pas mal d'autres questions aussi. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue là. Je vais pouvoir justement, il y a des choses très intéressantes parce que justement, il y a des choses très pratiques et je propose que Anne et Noémie y répondent. On a encore bien 20 minutes, donc c'est parfait. Je voulais juste aussi poser une question à Noémie quant à l'inadaptation comportementale des animaux. Par exemple, Noémie, tu m'as parlé de la poule un peu bornée. J'aimerais bien que tu nous parles de cette poule qui est quand même assez étonnante. Est-ce qu'on ne peut pas avoir, par exemple, Anne, ce genre de comportement, nous, les humains? D'abord, Noémie, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Ouais, avec plaisir. En fait, c'est quand j'ai travaillé avec les poules. En fait, j'ai fait un travail d'éthologie avec les poules, donc c'est assez marrant déjà. Et en fait, j'ai étudié leur optimisme. Donc, c'est un sujet encore plus étrange, mais en tout cas, en éthologie, on peut étudier ces questions-là. Et en fait, sur le terrain, il y avait une poule. En fait, il y avait une cabane, il y avait un perchoir et une marche pour accéder à ce perchoir-là. Donc, généralement, toutes les poules prenaient cette marche-là parce que c'était plus simple. Et en fait, il y en avait une, elle me faisait un peu de la peine parce qu'elle elle prenait pas la marche, mais elle voulait rejoindre ses congénères. Mais elle sautait pour aller sur le perchoir. Mais en fait, comme elle était un peu lourde, elle n'y arrivait pas. En fait. Donc, du coup, elle continuait en fait à voler, à tomber, à voler, à tomber. En plus, elle devait se faire mal, donc elle s'épuisait à faire ce comportement-là, alors que, en fait, je pense qu'elle voulait juste rejoindre, aller sur le perchoir, rejoindre ses congénères, mais moi, je me suis dit, mais pourquoi elle ne prend pas la marche? Et en fait, tout simplement, peut-être que pour elle ne voyait pas la marche, tout simplement. En fait, sur une question de cadrage, peut-être que son œil gauche ne voyait pas bien son côté gauche du champ visuel. Tu vois, enfin, par exemple, c'est des choses comme ça. Et en fait, sur un manque d'information, des fois, on peut être à côté de la plaque. Mais voilà, c'est aussi normal. Il y a des choses qu'on peut apprendre, on cherche des informations, mais après, est-ce que c'est les bonnes informations, etc. Donc, en fait, c'est plein de facteurs comme ça qui, après, nous fait réfléchir, est-ce que c'est une bonne stratégie pour moi avec mes besoins personnels si je suis comme ça. En fait, après, voilà, c'est comme Anne, elle expliquait, il faut se poser la question de ses besoins, de se dire, voilà, je fonctionne comme ça, mais je sens quand même que ça me stresse. Est-ce que c'est une bonne façon? Et après, bah, voilà, il y a des outils, il y a des façons aussi de changer de cadrage, en fait. Des fois, c'est juste une question de cadrage et après, on peut peut-être se déstresser, etc. Écouter un peu de musique, je sais pas, mais ça dépend. En fait, ça dépend de tout un chacun. En fait, on a tendance à s'adapter de toute façon à une situation, mais bien sûr, chacun a sa façon de réagir et plus ou moins qui répond plus ou moins à nos besoins. Mais après, voilà, c'est aussi quelque chose qu'on travaille, c'est d'avoir ce recul-là, de se dire est-ce que ça répond à mes besoins, et souvent, on n'a pas ce recul-là. Alors justement, Anne, tu parles souvent de comportements inadaptés en entreprise. Est-ce que tu peux revenir justement sur quels sont les comportements qui peuvent être inadaptés assez rapidement, parce que j'ai encore quelques questions. Mais comment est-ce que tu gères, par exemple, les comportements inadaptés en entreprise? En fait, ça va dépendre des comportements inadaptés. Par exemple, c'est vrai que récemment, dans beaucoup d'entreprises, on a vu apparaître le flex office. Et on avait beaucoup de gens qui étaient très attachés à avoir un bureau avec les collègues à côté, qui sont vus vraiment d'un coup complètement perturbés par le flex office. Donc, j'arrive, je me pose
sur un bureau qui n'est pas forcément le même que celui que j'utilisais avant. Et puis, comment je vais faire si je n'ai pas mes collègues à côté, la pause déjeuner, etc. etc. Donc, ça a amené énormément de stress et beaucoup de comportements inadaptés en termes, je vais dire, relationnels. Ça a été difficile parce que du coup, en fait, les gens étaient vus un peu comme des intrus. C'est-à-dire que quand je m'installais à un endroit, je voulais que mon collègue avec lequel j'étais habituée à fonctionner soit à côté de moi, et quand il y avait quelqu'un d'autre qui venait s'installer, du coup, ça ne me plaisait pas trop. Ce type de comportement, en fait, voilà, est inadapté parce que nous sommes dans un cadre particulier et qu'on ne peut pas toujours tout maîtriser ou vouloir tout maîtriser. Donc, ça a été beaucoup de travail pour permettre aux gens en fait, de comprendre que nous sommes des êtres dans l'adaptation, que cette adaptation, elle est positive, qu'il faut aussi se faire des scénarios positifs. On est tout à fait en capacité de se dire, et le nouveau collègue qui est là, pourquoi il serait pas sympa comme les autres collègues? Et pourquoi avec lui, je ne pourrais pas commencer à parler? Et est-ce que ça ne me ferait pas aussi un peu du bien de changer de mes petites habitudes et d'essayer voilà, de tisser de nouveaux liens, de créer des nouvelles choses? Ça me permet d'avoir du réseau dans l'entreprise, qui est plutôt une chose positive. Et vous voyez, tout simplement, en mettant quelque chose de positif dans la tête des gens, hop, le comportement, c'est plus le même. Parce que je ne réagis plus dans mes habitudes de comportement. D'un coup, j'interroge mon comportement. Pourquoi je fais ça? Ah oui, c'est vrai, je me méfie, mais c'est vrai que je ne la connais pas, cette personne-là. Donc du coup, on va lui donner une chance. Et ces comportements, en fait, on en a plein des comportements, on va dire, un peu automatiques. On ne réfléchit pas tout, sinon on serait épuisé en fin de journée. Notre travail à nous, c'est de vous amener à réfléchir ces comportements. Parfois, ils sont un peu incohérents, il faut quand même être un peu clair. C'est vrai qu'on est habitué, on a voilà, des habitudes, on a vu nos collègues, etc. Donc, on ne peut pas toujours tout réfléchir. Parfois, on a quand même plutôt à y gagner, à réfléchir un peu ces comportements. Alors, j'ai une question justement qui… On fait un petit changement d'interface. Ah. Bonjour Christine. Bonjour. Alors, j'ai une question pour Anne, justement. Comment le cerveau a tendance à replonger dans des comportements inadaptés ou anxieux liés au passé dans ces situations dans lesquelles on vit, je suppose? Alors, mais ça, c'est vraiment le fonctionnement du cerveau limbique. Le cerveau limbique, comme je vous disais, il est là depuis 65 millions d'années. 65 millions d'années, imaginez-vous que l'être humain n'était pas du tout prévu pour être les fesses sur une chaise et devant un écran. Du coup, aujourd'hui, en fait, lui, il était prévu pour nous permettre la survie par rapport à des situations comme aller à la chasse, aller à la cueillette, etc. Donc, vraiment, vous mettre en garde contre des dangers réels. Donc, lui, son fonctionnement, c'est quoi? Je crée des scénarios avec des images, parce que nous sommes des êtres, on fait des images dans notre tête. Et du coup, je vais rappeler en permanence ces images-là quand une situation dangereuse arrive. J'ai une espèce de répertoire, c'est comme une espèce de dictionnaire interne, et il va chercher la bonne page quand il va se trouver devant une situation difficile. Pourquoi est-ce que notre cerveau nous fait replonger dans des comportements inadaptés? Parce que lui, tout simplement, il a un répertoire automatique, et il va se dire danger numéro 125, bon, on va essayer comme ça. Et hop, en fait, de façon complètement inconsciente, on va mettre en place des comportements qui sont issus aussi de notre lignée. J'ai envie de dire que parfois, on n'a pas rencontré, nous, la situation, mais on a des choses qui sont dans notre espèce. C'est le principe de l'animal. Et ben, l'être humain a aussi ces comportements-là. C'est pour ça que c'est inadapté. Par contre, là où nous sommes très forts, c'est que nous avons une énorme capacité d'adaptation car nous pouvons prendre conscience de ces comportements inadaptés, tout simplement. Et c'est parce que nous en prenons conscience qu'au fur et à mesure du temps, on arrive à restructurer le comportement et à s'adapter à une situation nouvelle. J'ai une autre question qui nous est posée. Pour aider les managers, donc avez-vous des conseils particuliers pour justement manager les personnes qui sont seules chez elles? Je vais peut-être répondre si tu veux, Noémie, tu me dis. Moi, je pense juste sur le côté peut-être sur des personnes seules, surtout pour pour les managers, peut-être privilégier justement les visioconf parce que c'est comme tu as dit Anne tout à l'heure, c'est qu'on est des animaux visuels et en fait on a besoin de voir les gens en face, tout simplement en fait pour comprendre les émotions. En fait, il y a ce côté-là aussi on a développé cet aspect-là de la vision parce que c'est avec ça qu'on comprend les émotions et c'est via les émotions qu'on crée du lien aussi. Généralement, on adapte notre comportement avec ça et en fait, ça crée du lien. En fait, instinctivement, le fait de voir une personne, je pense que ça peut faire du bien parce que ça recrée, entre guillemets, un contact social parce qu'on arrive à voir les émotions de quelqu'un d'autre et en fait, ça fait un effet miroir pareil et voilà, la personne ne va
va moins se sentir seule, certainement, si on privilégie les visioconfs avec elle. Voilà. Anne, tu as des choses à rajouter? Effectivement, alors pour gérer des personnes qui sont seules chez elles, pareil, hein, la question du cadre, pour moi, elle est fondamentale. Vraiment, toujours bien s'assurer que on donne des tranches de début de journée, de milieu de journée, de fin de journée. Pas hésiter à les rassurer parce que moi, je vois quand même beaucoup de gens qui se surchargent. Donc, comme elles sont seules, presque elles culpabilisent de peut-être moins faire ou faire différemment, etc. Elles se disent, moi, j'ai pas les enfants. Donc, en fait, ce sont des gens qui peuvent aussi se surcharger. Donc, il faut aussi ne pas hésiter à leur dire, voilà, que la situation de confinement fait qu'on n'attend pas plus ou beaucoup plus d'elles, simplement. Voilà, donner les cadres de semaine, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est utile pour tout le monde de pouvoir avoir des grandes lignes de ce qui pourrait être attendu. Après, en termes de travail de fond, moi, je dis beaucoup aux managers qui m'appellent, n'hésitez pas parce que c'est le moment, moi, je trouve parfait. Quand les gens sont seuls chez eux, ils ont le temps aussi pour pouvoir se concentrer. C'est un super exercice, car vous allez le noter, la concentration est beaucoup plus difficile en ce moment. Tout à fait normal, hein. À nouveau, nous sommes en situation de stress. Et du coup, c'est bien aussi de tous les jours s'organiser un petit peu des moments pour pouvoir se concentrer, parce que c'est aussi un muscle, hein, tout simplement. Donc, il faut au maximum se permettre d'avoir des temps pour pouvoir faire des travaux de fond, des travaux réflexifs. Voilà, justement, je vais rebondir sur cette histoire de concentration. J'ai une question. J'aime pourtant lire et en ce moment, j'ai beaucoup plus de mal à me concentrer et à prendre du plaisir à lire. Est-ce que vous avez justement des astuces pour comment progresser pour arriver à mieux se concentrer? La première astuce, c'est celle que je donnais tout à l'heure, c'est il faut de l'activité physique. En gros, si votre cerveau est beaucoup tendu et stressé, si vous avez des difficultés à dormir, etc., ça veut bien dire que votre cerveau est en surcharge. Pour le décharger, on ne connaît rien de mieux aujourd'hui que l'activité physique. Parce que tout simplement, si votre cerveau est en train de gérer sa survie, il a du mal avec les activités entre guillemets de loisirs, tout simplement. En fait, là, ça va vraiment être très biologique. Votre énergie est mise sur autre chose, donc vous aurez des difficultés à switcher. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Comme le disait Noémie tout à l'heure, si vous mettez de la musique douce, des choses qui vont vous... Déjà, vous enverrez à votre corps et du coup à votre cerveau l'image que vous n'êtes pas en danger. Donc déjà, moi, je pense que c'est toujours important de se mettre dans une situation dans laquelle on se sent comme dans un cocon, hein. C'est important de s'apaiser, de se détendre. Et vous verrez que vous allez mettre un petit peu de temps, évidemment, mais au Ouais, problème de connexion avec Anne. C'est pas grave, c'est bon. C'est bon, on a bien compris effectivement qu'il faut se mettre dans une situation positive, hein, d'apaisement, voilà, et puis en fait accepter aussi peut-être cette situation. Bien sûr, ça passera forcément par le fait de se dire que vous êtes en capacité. En fait, il vaut mieux se dire, je décide de rester confiné parce que je comprends les raisons pour lesquelles je suis confiné, plutôt que d'essayer de lutter pour essayer de trouver des solutions à ça. Moi, je pense que le moment où on s'outille en se disant, bon, allez, c'est comme ça, on va essayer d'en faire quelque chose, c'est là, en fait, où vous allez rentrer dans une disposition qui sera meilleure et permettre aussi de pouvoir avoir des activités, entre guillemets, plus créatrices, plus simples. J'ai une question aussi que je trouve très intéressante. Ces situations vont-elles nous rendre plus égoïstes ou égocentriques en l'absence de lien physique? L'empathie va-t-elle s'amoindrir du fait que nos neurones miroirs soient peu actifs? Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien. Alors, comment je vais dire ça? En fait, c'est vrai qu'en ce moment, on va être particulièrement occupé par sa propre survie. Néanmoins, c'est pas parce qu'on n'a pas pendant 2 mois de lien ou moins de lien qu'on ne va pas justement développer plus d'empathie. Parce que quand on regarde, je ne sais pas si vous voyez toutes les chaînes de solidarité en ce moment qui se mettent en place, nous sommes dans ce qu'on appelle un traumatisme collectif. Nous sommes en train de vivre un moment traumatique, presque comme une guerre. Alors, c'est une guerre invisible, on ne connaît pas l'ennemi, etc. Mais on a plein de choses qui sont en train de se passer. Et moi, je vois beaucoup, et pour le faire aussi, de liens de solidarité en fait qui se sont mis en place. Il y a ceux qui vont héberger des personnes soignantes, par exemple. Vous allez avoir ceux qui vont faire les courses pour les personnes les plus vulnérables, etc. Et tout ça se fait de façon, je ne sais pas si vous le notez aussi, mais de façon complètement spontanée en fait. Il y a vraiment ça qui est là.
Et c'est pour ça que moi, j'ai pas du tout peur. Je suis profondément croyante dans l'être humain. Et au contraire, je pense que le fait d'avoir vécu ensemble un traumatisme collectif comme nous le vivons, on voit qu'on reste malgré tout en lien. Hein, je sais pas, mais il me semble que tout le monde a quand même plutôt pris des nouvelles les uns des autres, savoir si comment vivent ne serait-ce que les collègues, s'intéresser aux autres. Vos neurones miroirs, en fait, à la base, ils sont présents et ils sont en nombre suffisant pour pouvoir ne pas être utilisés en permanence. Donc là-dessus, sur le fait de l'empathie, savoir ce que les autres sentent, etc., je pense qu'il n'y a pas ces sujets-là actuellement. D'accord. Alors là, on arrive à la fin de notre premier webinaire. Est-ce que Anne et Noémie, vous pourriez nous faire justement des dernières quelques préconisations supplémentaires pour comment mieux travailler, par exemple, dans ces situations-là? Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être 2 ou 3 conseils? Comment est-ce que, par exemple, les animaux arrivent à mieux s'organiser pour trouver leur nourriture et Anne, comment est-ce qu'on arrive à mieux travailler par rapport à ses collaborateurs ou même soi-même? On pourrait conclure comme ça. Si je peux continuer, si je peux commencer, Anne. Après, sur le côté... maintenant, on sait que le confinement, ça va être jusqu'à le 11 mai. Et en fait, on peut planifier notre temps jusque-là. Déjà, on est un peu plus arrêté sur ce temps-là. Et voilà, je reviens sur les animaux. En fait, le fait, même quand les animaux ne savent pas l'avenir, etc., ils ont tendance de toute façon à mettre en place des stratégies pour, au cas où, avoir des ressources. Par exemple, les geais, si on les met dans des cages et on les habitue à avoir de la nourriture au début et après plus de nourriture, mais si on leur met à disposition un endroit où ils peuvent mettre de la nourriture au cas où, ils vont le faire, hein, de toute façon, même s'ils ne vont pas le manger immédiatement, ils vont le mettre, après ils vont être enfermés quelque part. Mais voilà, ils prévoient quand même qu'au cas où il n'y a pas de nourriture, ils ont quand même leur petit stock. Voilà. Donc, voilà. Et ça, c'est permis parce qu'ils ont compris le côté où il y a ce support-là qui a mis à disposition. Ils peuvent agir en conséquence. Et voilà, en fait, sur ce principe-là, on peut planifier voilà, nos plannings, par exemple la nourriture, enfin, de cuisiner. Moi, je regarde beaucoup les émissions de Cyril Lignac, il cuisine en direct, je trouve ça sympa. Et puis bon, on peut partager des choses ensemble, justement aussi retrouver des rythmes biologiques qui sont plus, qui sont plus adaptés à notre espèce. Par exemple, voilà, des fois, il y a des personnes qui mangent à midi, le soir, mais en fait, de retrouver un rythme plus centré sur soi, des fois, il y a des gens qui vont se rendre compte que, non, j'ai peut-être pas spécialement envie de manger à midi, mais voilà, après, c'est de reprendre aussi des habitudes pour nous, mais quand même qui restent, qui nous permettent de ritualiser, entre guillemets, d'avoir une organisation sur une journée, etc., pour que le temps soit mieux organisé et passe mieux. Anne, tu peux. Alors, on a des félicitations aussi de nos participants. Donc, merci beaucoup. On va finir à l'heure parce que c'est très important. Oui, alors, je t'écoute alors. Alors, vas-y. Voilà, si on peut juste dire à tout le monde des choses, je pense qu'en ce moment, la situation étant ce qu'elle est, c'est vrai qu'on a besoin aussi de pouvoir se projeter. Je dis beaucoup aux managers, c'est important que vous rassuriez vos équipes. C'est tout bête, c'est tout bête. Ça prend 2 minutes, dire que c'est super quand quelqu'un a fait quelque chose. En fait, nous avons tous besoin de reconnaissance. Et ce besoin de reconnaissance en ce moment, professionnellement, est très difficile à obtenir parce que le fait d'être complètement dématérialisé, on ne sait pas si ce qu'on fait c'est bien, c'est pas bien, est-ce que ça sert, est-ce que ça sert pas. Moi, je dis souvent, voilà, si on peut juste leur envoyer un petit message en disant c'est super ce que vous avez fait, merci beaucoup, et bien ça change tout pendant une période de confinement. Voilà, c'était le dernier message que je voulais vous envoyer à tous.
Alors, je vais terminer par une question quand même qui est importante. Là, je voudrais qu'on prenne un tout petit peu de temps. Quelqu'un nous dit pouvoir travailler, mais souffrir un peu de solitude. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas se leurrer, hein, cette situation peut être sujet à solitude. Anne, est-ce que en 2-3 phrases, tu pourrais aider cette personne à justement mieux gérer cette situation de stress due à la solitude? Alors déjà, il faut se dire, et moi je pense que c'est tout à fait normal, à toute échelle en fait on la vit cette solitude. Parce que malgré tout, on était nourris aussi par des relations extérieures, par le fait de rencontrer des nouvelles personnes, par le fait de voir nos amis, etc. Et qu'aujourd'hui, notre famille, hein, et aujourd'hui on ne peut plus les voir, donc forcément on a tous plus ou moins cette sensation qui est très désagréable effectivement. Et que voilà, on peut juste dire la première des choses, accepter que cette sensation elle est normale, elle a un début et heureusement elle aura une fin, probablement le 11 mai, peut-être pour d'autres, peut-être quelques semaines de décalage. Mais déjà, on accepte et on se dit que c'est comme ça. Et il faut essayer de trouver d'autres choses en ce moment pour se nourrir. Il y a des choses qui font beaucoup de bien en fait pour pouvoir entretenir les liens sociaux. Moi, je pense que c'est des choses toutes bêtes, mais s'écrire, prendre le temps d'écrire. Je donne souvent ce conseil-là quand on est dans une situation, on a l'impression que le fait d'avoir un échange direct avec quelqu'un, de pouvoir se voir, etc., ça nous nourrit. Ben, vous verrez qu'en fait, vous êtes beaucoup plus nourri quand vous pouvez avoir des échanges avec de la profondeur. Et je dis beaucoup ça aux gens, voilà, en leur disant, ben, dites ce que vous voulez dire aux gens que vous ne pouvez pas dire d'habitude. Et ben là, c'est le moment en fait d'ouvrir un peu son cœur. Et moi, je pense que ça fait beaucoup de bien parce que ça resserre les liens et ça permet pendant un temps d'avoir un petit peu moins de solitude. Je voyais une initiative que j'ai trouvée magnifique, des jeunes enfants qui écrivaient des grandes lettres avec des dessins à des personnes en EHPAD pour les aider à surmonter cette période difficile. Ben voilà, je vous donne le même conseil. Je trouve que c'est génial, ça fait du bien à tout le monde. Dernière chose, j'ai une réaction qui effectivement doit être soulignée. Le confinement n'a suscité aucun stress chez moi. Je n'ai jamais été aussi cool. Je dors bien. Dois-je m'inquiéter? Mais moi, je dis bravo, bravo pour votre capacité d'adaptation. Moi, je trouve ça super. Je trouve ça super. Non, on n'est pas forcément obligé de mal le vivre. Et je pense qu'on est tous plus ou moins passés par des phases où on l'a plus ou moins bien vécu, parce que c'est vrai qu'on se recentre aussi sur des essentiels. Et voilà, à partir du moment où on arrive à se dire très rapidement, bah, c'est sympa, moi j'ai ma famille, j'ai mes amis, tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter si on va très bien. Très bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce webinaire. On a encore pas mal de questions. On essaiera de répondre à tout ça au prochain webinaire. On vous tiendra évidemment au courant. Moi, je voulais sincèrement remercier toute l'équipe d'Andy Réseau et de Réseau H. Remercier beaucoup nos interprètes en langue des signes qui ont été formidables aussi. Et puis, vous donner un prochain rendez-vous. On vous donnera une prochaine date. Prenez bien soin de vous, restez bien confinés, vivez les choses avec le soleil qu'on a en ce moment. Voilà, vous l'avez aussi dans votre cœur. Et on vous dit à très bientôt et merci encore d'avoir suivi ce webinaire. Merci Anne, merci Noémie, Sophie, Christine, tous ceux qui sont derrière les écrans. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous, merci.